Bonsoir à tous, merci pour votre présence, pour ce rendez-vous qui est devenu dorénavant régulier depuis le mois de juin, en général du mardi. Ce soir, je suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir et présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde dans cette salle, notre sénatrice de l'Orne, ou sénateur, je crois que tu préfères qu'on dise sénateur. Oui, notre sénateur de l'Orne, notre sénateuse de l'Orne, Nathalie Goulet, qui est une vraie spécialiste du sujet dont on va parler ce soir, et ce de longue date, hein, parce que sans refaire l'historique d'entrée de jeu, dès ta collaboration avec Feu Daniel Goulet, oui. Tu étais une spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Et ce travail s'est construit ensuite dans la durée, et en visionnaire, puisque quelques mois avant le terrible drame de Charlie Hebdo et des événements qui ont suivi, tu proposais une commission d'enquête parlementaire sur les réseaux djihadistes en France qui s'est montée. Et du coup, quelques mois plus tard, ce rapport qui a fait date avec André Reichardt sur l'islam et ses réseaux. Et puis tu t'es spécialisé progressivement sur ce volet très spécifique dont on ne parle pas toujours, qui est la question du financement, avec un rapport devant l'Assemblée parlementaire de l'OTAN 1 ou 2 ans après. Et cet ouvrage que vous pourrez récupérer à l'issue et vous faire dédicacer, mais vous allez en avoir en tout cas l'eau à la bouche avec la conférence de ce soir sur le financement du terrorisme. J'ai eu la chance d'en lire les épreuves que tu m'avais fait passer dès le début, et vraiment je vous le recommande, c'est absolument passionnant, et la manière dont c'est présenté avec cette approche de A à Z, parce que finalement c'est presque le seul moyen, il y a tellement de ramifications que c'est quasi impossible d'attaquer cette problématique du début à la fin, parce que ça part dans tous les sens, et cette idée était très maligne de l'attaquer de A à Z, parce qu'il y a toujours un embranchement par lequel on peut le prendre, un problème de son, on est d'accord, un embranchement par lequel le prendre, et donc du coup vous connaîtrez tout du financement du terrorisme de A à Z, c'est-à-dire d'Abou Sayyaf, mouvement sur la liste terroriste de l'ONU philippin, jusqu'à Ouzbat al-Ansar, mouvement palestinien. J'ai pas trouvé de mouvement commençant par Z, heureusement, mais ça en fait déjà un certain nombre. Je suis pas plus long. Merci beaucoup pour cette conférence dont on sait déjà, d'ores et déjà, la qualité et le plaisir qu'on aura à t'entendre. J'espère. Bon. Merci beaucoup, Eric. Vous m'entendez? Alors, je vais vous donner juste un petit cadre. Depuis 2010, je travaille sur la fraude fiscale. J'ai vice-présidé 2 commissions d'enquête de mon collègue communiste Éric Boquet sur la fraude fiscale, et puis le rôle des banques dans la fraude et l'évasion fiscale. Et puis, comme Éric l'a dit, en juin 2014, j'ai lu un bouquin de David Thompson qui s'appelait « Les Français djihadistes », où il interviewait ces jeunes Français qui se convertissaient à l'islam et qui partaient en Syrie et en Irak. Et quand j'ai fini le bouquin, je me suis dit, on n'a pas les outils pour lutter contre ça. Ça me semblait évident. Bon. Et puis, j'ai demandé une commission d'enquête au Sénat. Le Sénat l'a accepté. Donc, à partir de juin 2014, donc on est quand même 6 mois avant Charlie, je travaille sur le terrorisme. Et le budget pour 2015, c'est-à-dire qu'on a voté en décembre 2014, le budget du ministère de l'Intérieur ne mentionnait pas le mot terroriste. Il faut savoir qu'on avait un bon budget présenté par Bernard Cazeneuve. Les interventions sont en ligne, vous pouvez les retrouver, tout est justifié de façon absolument certaine. Le mot terroriste n'était pas dans le budget pour 2015 présenté en novembre 2014. Donc quand Charlie est arrivé, moi j'étais déjà au travail sur cette commission sur les réseaux djihadistes. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur cette commission d'enquête, on s'est retrouvé avec un certain nombre de questions qui étaient « Combien il y a de musulmans en France ?» Question. « Combien il y a de mosquées ?» Comment sont formés les imams? Comment sont financées les mosquées? Et à chaque fois, la réponse était « Pas d'amalgame ». On est d'accord, pas d'amalgame. Et donc, à la suite de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, on a demandé, et mon groupe, donc l'Union centriste, l'a évidemment accepté, une mission d'information sur l'islam en France.
Ce qui est le seul travail sérieux et républicain qu'on n'ait jamais fait sur la question. C'est-à-dire comment est organisé l'islam en France, ou plus exactement comment il n'est pas organisé, comment il est financé, comment sont financés les lieux de culte et quels sont les problèmes, comment sont formés les imams, ou plus exactement comment ils ne sont pas formés, etc. Donc, si vous voulez, ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je travaille sur ces sujets. Et aux confins de la fraude fiscale et du terrorisme, il y a le financement du terrorisme. Parce que les réseaux terroristes utilisent l'ensemble des réseaux de la délinquance financière. Tout le blanchiment d'argent n'est pas financement du terrorisme. Mais chaque action terroriste se finance par des actions de blanchiment. Alors, j'ai réfléchi pendant le Covid, comme tout le monde, parce qu'on n'avait quand même rien d'autre à faire que de réfléchir, ou alors de manger. Dans les deux cas, c'était un peu... Donc moi, j'ai choisi la réflexion, et je me suis dit, enfin quand même, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces questions, comment on fait pour centraliser à la fois le travail que j'ai fait, les informations que j'ai collectées, les propositions que j'ai faites, les questions d'actualité, les questions écrites, les questions orales, les débats qu'on a pu avoir, comment est-ce qu'on valorise tout ce travail parlementaire qui a été fait pendant plus de 10 ans. Et donc j'ai commencé à essayer d'écrire un livre sur le terrorisme et son financement, et j'y suis pas arrivée. Jusqu'au jour où, Eric l'a dit, je me suis dit, mais je vais faire un dictionnaire, parce qu'en réalité, le financement du terrorisme est absolument multiforme. C'est ce que vous allez trouver dans ce bouquin. Il y a les armes, il y a le trafic d'œuvres d'art, il y a le trafic d'êtres humains, il y a le trafic de végétaux, il y a du kidnapping, il y a de la piraterie, qui n'a strictement rien à voir avec les pirates des Caraïbes de Johnny Depp. C'est tout à fait autre chose. Et la piraterie, c'est 24 milliards d'euros par an. Enfin, je veux dire, la drogue, bon, 200 milliards. Le kidnapping, à peu près 200 millions, probablement un peu plus depuis le 7 octobre. Bon. Enfin, je veux dire, on est sur des sommes extrêmement importantes, sur des choses pour lesquelles on n'a absolument pas le sentiment qu'on va financer du terrorisme. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner 2 ou 3 exemples, et puis après, d'échanger avec vous, parce que c'est pas très drôle de faire un monologue. Je vais d'abord vous expliquer comment vous financez le terrorisme. Moi aussi, Eric aussi d'ailleurs. Ça va vous faire plaisir. Martine, évidemment. Nous finançons le terrorisme. Comment est-ce qu'on finance le terrorisme? Je vous explique. Notre système fiscal est tel que n'importe quelle association peut collecter de l'argent et émettre un CERFA, c'est-à-dire un certificat vous disant, voilà, vous bénéficiez de 40% de déduction fiscale, 50% de déduction fiscale, 75% de déduction fiscale. Exemple. 2019, c'est pas très récent, mais l'exemple est frappant, et on a reçu tout à l'heure au Sénat une délégation de Mauritanie qui m'a encore remercié de l'intervention que j'ai faite. Je vous explique. Vous avez un dîner caritatif organisé dans la banlieue parisienne pour financer une école d'ouléma, c'est-à-dire de religieux, en Mauritanie. D'accord? Et vous avez une invitation vous disant, bah, ça va vous coûter 50 €, mais vous avez 50% de déduction fiscale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez payer votre ticket pour votre dîner, vous allez faire 50% de déduction fiscale, vous allez déduire de vos impôts, parce que vous allez avoir un certificat CERFA, vous allez déduire 50 €, d'accord, qui va donc peser sur l'ensemble de la collectivité, puisque les déductions fiscales, les niches fiscales pèsent sur l'ensemble de la collectivité. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que le Trésor public ne va pas vérifier si l'association qui vous a proposé une déduction fiscale a le droit ou pas de le faire, si elle est dans les clous ou pas. Donc, en réalité, avec ce système absolument scandaleux, le contribuable français contribue à payer une école de religieuse d'ouléma liée aux frères musulmans en Mauritanie, école qui par ailleurs était fermée par les Mauritaniens pour ses liens avec les frères musulmans. Donc on a un système fiscal aujourd'hui qui est absolument poreux, qui n'est absolument pas contrôlé. La Cour des comptes a demandé à ce qu'on inverse la tendance et à ce qu'on contrôle les déductions fiscales des associations, et rien ne se fait. Ça porte sur plusieurs centaines de milliards par an. C'est pas du tout une petite affaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Ça continue.
Alors moi, je suis intervenue, j'ai déposé des amendements, j'ai demandé à ce qu'on vérifie, j'ai demandé à ce qu'on inverse le principe du contrôle de façon à ce que l'autorisation soit a priori, c'est-à-dire que vous avez une association, vous demandez d'abord aux autorités fiscales l'autorisation de délivrer un CERFA, un reçu fiscal. Or, en l'espèce, le système est inversé. D'abord, vous émettez le reçu, et ensuite, compte tenu du fait qu'il y a 1 500 000 associations en France, personne ne contrôle. Ça veut dire que nous, on finance. Aussi simplement que ça. La Cour des comptes s'en est émue, mais il ne s'est rien passé du tout, parce qu'il y a une procédure de contrôle qui est quasiment jamais mise en place. Et aujourd'hui, on voit par exemple que vous avez de très nombreuses associations qui financent l'insertion des migrants, leur arrivée, etc., pour plusieurs centaines de milliards. France Terre d'Asile, ça doit être 57 millions. Vous avez un certain nombre d'associations qui touchent des budgets invraisemblables, qui en plus collectent de l'argent. Tout ça, c'est nos impôts, qui ne sont absolument jamais contrôlés. Donc, si vous voulez, on est dans un système de non-contrôle. Et tous les jours, vous avez des cas comme celui-là. Vous avez un tas d'associations qui bénéficient de déductions fiscales, qui retombent sur le contribuable. Et puis, vous avez des actions pour lesquelles vous n'avez aucune idée que ça peut financer le terrorisme. Par exemple, la contrefaçon. Vous achetez une fausse chemise Lacoste, vous achetez un faux sac Vuitton ou un faux sac Dior, ou peu importe. Bon, vous savez bien que c'est pas formidable, qu'il faut pas le faire, etc. Mais vous voyez, en réalité, ça finance des réseaux mafieux extrêmement importants. Et alors que c'est un acte qui est finalement assez peu contrôlé et encore moins sanctionné. D'ailleurs, les terroristes du Bataclan ont en partie financé leur action par un trafic de Nike, enfin de fausses Nike, tombées du camion. Donc j'ai des chiffres, je peux vous les donner, ça pose absolument aucun problème. La contrefaçon, je vais vous dire, c'est absolument effrayant. Enfin, moi, ça m'a effrayé quand je l'ai écrit. Donc, alors c'est formidable la contrefaçon parce que tout le monde passe par la contrefaçon. Le Hezbollah, le Hamas, l'ensemble des questions et des associations. Et il y a énormément de capacités. Ça commence par les cigarettes contrefaites. Les produits médicaux, vous vous rendez compte qu'immédiatement, au moment de la crise du Covid, il y a immédiatement eu un trafic de faux tests. C'est-à-dire que c'est la guerre de l'obus et du blindage. Le temps qu'on mette en place un système, vous avez déjà les fraudeurs qui sont arrivés. Alors, le Hezbollah finance 8 millions de dollars sur une contrefaçon de cigarettes et de timbres fiscaux, pourquoi pas. Vous avez encore le Hezbollah sur du chocolat. Vous avez le Hamas sur du chocolat. Vous avez une quantité de Al-Qaïda, 500 millions de dollars de la part de sympathisants sur des produits illicites. Vous avez des contrefaçons de pièces de voitures, de véhicules, pièces automobiles. Et alors là, tout le monde y passe. La DIC Company en Inde, l'Axar au Pakistan, le Hamas, le Hezbollah, tout le monde y passe. C'est-à-dire que la contrefaçon, c'est extrêmement simple, c'est facile à écluser, et ça n'engage aucune responsabilité, puisqu'il y a très peu d'actions contre les trafics de contrefaçon. Donc vous voyez, vous avez des montants absolument astronomiques sur des actes de votre vie quotidienne. Alors après, vous avez les cagnottes en ligne, les cartes prépayées, les armes, le trafic d'œuvres d'art, tout ça, c'est des choses qui sont assez connues, la drogue, évidemment, les trafics d'êtres humains, de plus en plus importants. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont soumises à des trafics d'êtres humains tous les jours. Ça veut dire aussi les kidnappings, c'est ce qui s'est passé par le Hamas il y a quelques jours en Israël avec les personnes qui ont été kidnappées. On peut imaginer, dans le meilleur des cas, qu'on demande une rançon et qu'on les restitue à leur famille. Bon. Donc vous voyez, il y a une pluridisciplinarité du financement du terrorisme qui rend ce sujet éminemment important
et en même temps assez difficile à cerner. Parce que les sujets sont tellement variés, et chaque fois qu'il y a une occasion, vous allez trouver le réseau terroriste qui va immédiatement utiliser les réseaux. Voilà. Ça, c'est pour les grandes lignes du sujet. Donc, tout ce qui est blanchiment d'argent n'est pas financement du terrorisme. Mais le terrorisme passe par le blanchiment. Ça, il faut le savoir. Donc, vous avez beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, par exemple, le financement du Hamas, ça passe, bon, évidemment par le Qatar, ça on le sait, mais c'est des circuits qui sont pratiquement réguliers. Ça passe par la contrefaçon, ça passe par le trafic d'êtres humains, ça passe par le trafic d'armes, ça passe par le trafic d'œuvres d'art. Le Hamas étant évidemment le bras armé des frères musulmans au Moyen-Orient. Et tout ça est une internationale du crime. Le Hezbollah, le Hamas, les frères musulmans, tout ça fonctionne ensemble avec des milliards de dollars qui circulent pour financer le crime. Et ça, c'est un sujet sur lequel nos gouvernements sont assez mous du genou. On peut le dire. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, je vous ai dit comment est arrivée la genèse de ce livre. C'est la proximité entre la fraude fiscale et le financement du terrorisme, entre la grande délinquance financière et le financement du terrorisme. Et donc, on est faible sur les paradis fiscaux, on est faible sur la corruption, on est faible sur la lutte contre le blanchiment, on est faible contre les ports francs, on est faible contre la grande délinquance financière, et cette grande délinquance financière sert pas seulement à faire de l'évasion fiscale pour les grandes entreprises ou les personnes qui veulent éviter le fisc, mais elle sert de la même façon aux délinquants et en particulier aux terroristes. Et donc, tout ça est absolument lié, et les grands progrès qu'on a faits dans la lutte contre la fraude fiscale l'ont été à cause de la lutte qu'il a fallu engager contre le financement du terrorisme. Car sinon, on en aurait fait encore moins. Les grands dispositifs, à la fois du GAFI, qui est le centre mondial, le groupe international qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment, de TRACFIN, qui est la cellule qui s'occupe de ça au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie et des Finances, le renforcement des réseaux internationaux et de l'OCDE sur la lutte contre le blanchiment, tout cela n'a progressé que parce qu'il fallait lutter contre le financement du terrorisme. C'est pas la lutte contre la fraude fiscale qui a permis d'arrêter ou de limiter ou de réduire ou de cesser, enfin en tous les cas de s'intéresser au financement du terrorisme, c'est parce qu'il a fallu à un moment ou à un autre essayer d'endiguer le financement du terrorisme qu'on a dû lutter contre la fraude fiscale. Vous voyez à quel point le système est un peu perverti. Donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler ce soir. Comme introduction déjà assez dense, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des interrogations? Oui. Je suis assez étonnée parce que vous dites au sujet des associations. Vous pouvez vous présenter? Oui, Imane Edouard. Oui, non mais d'accord, mais... je suis assez étonnée de ce que vous dites par rapport à la défiscalisation oui. des actions des associations, puisqu'on sait tous que si une association n'est pas d'utilité publique, elle ne peut pas on ne peut pas défiscaliser. C'est qui on? Nous. Mais si. Si elle émet un CERFA, si. Si vous voulez, il n'y a pas de contrôle. Enfin, c'est ça qui m'étonne. Ah ben il publie. Je peux vous montrer. Il faut avoir un numéro de CERFA, je pense, pour le faire. Non. Bonsoir. Il y a juste un document à remplir. Alors, vous avez... Je vais vous donner un autre exemple. Alors, Monsieur Gnassia, vous écoutez pas. Vous avez depuis quelques jours des publications pour donner de l'argent pour Tsahal, qui est l'armée israélienne. D'accord? Et en dessous, vous avez, quand vous allez envoyer, le CERFA vous sera retourné. Et vous avez aussi des associations qui collectent de l'argent pour l'Arménie. Et c'est écrit, pour 1 euro donné, 1 euro de déduction fiscale. Sauf que l'instruction du ministère de l'Économie et des Finances interdise absolument
à des objets qui n'ont pas, enfin à des associations dont l'objet n'est pas une activité en France, d'avoir des déductions fiscales. Moi, je n'ai aucun problème pour financer telle et telle activité ou telle et telle armée, mais il y a une partie de la population française sur qui cette déduction fiscale va retomber, qui n'est pas forcément d'accord avec le fait de financer une armée étrangère ou de financer les Arméniens ou de financer n'importe qui d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que le contrôle se fait a posteriori et il ne se fait jamais. Eh ben oui. Ben, vous regardez le référé du 9 février 2020 de la Cour des comptes, sur l'article 16 du Code général des impôts, la Cour des comptes dit c'est insupportable, il faut contrôler. Donc vous avez un système de déduction fiscale. Quand vous déduisez 50 € parce que vous donnez à Notre-Dame, ces 50 € de déduction fiscale retombent sur l'ensemble des contribuables. Bon. Vous donnez à Notre-Dame, très bien, vous donnez à Tsahal, vous donnez à qui vous voulez. C'est votre droit le plus strict. Après, vous avez des causes d'intérêt national, vous avez la Croix-Rouge, vous avez tout un tas de trucs. Et puis vous avez des sujets qui sont des sujets beaucoup plus polémiques, pour lesquels le contribuable n'a pas à contribuer. Parce que c'est ce qu'il y a de moins dans les écoles, c'est ce qu'il y a de moins pour les routes, c'est ce qu'il y a de moins pour nos collectivités que nous avons à cœur évidemment au Sénat. Voilà, donc si vous voulez, pour les hôpitaux, pour les infirmières, pour tout ça, c'est ce qu'il y a de moins au budget. Donc la question est, pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce qu'il y a 1 500 000 associations en France, qu'elles font absolument ce qu'elles veulent, et que nous n'arrivons pas aujourd'hui à réguler, parce qu'on ne fait pas la différence entre le pêcheur à la ligne du Cantal, le joueur de boules de l'Orne, et une association qui va collecter de l'argent pour une école d'ouléma en Mauritanie. Voilà. C'est au chapitre impôts, justifié avec un QR code mes interventions en séance, etc. Et il y a une réponse ministérielle qui dit « c'est interdit ». Il n'y a pas de déduction, sauf que personne ne va aller contrôler l'association franco-arménienne qui va déduire de l'argent, que personne ne va aller contrôler l'association des amis de je ne sais pas quoi, qui à Rouen fait une collecte de fonds pour une école des frères musulmans ici ou là. Il n'y a pas de contrôle a posteriori. Et il n'y a pas de contrôle non plus a priori. Et ça porte sur des sommes très importantes. Donc, à notre insu, on peut financer le terrorisme. Et c'est le cas notamment de l'école d'ouléma en Mauritanie, qui est un exemple vraiment frappant, c'est le cas de le dire. Et je vous dis, il y avait une délégation mauritanienne tout à l'heure au Sénat, donc je les ai salués, et une personne de la délégation a dit « Je me rappelle, vous êtes intervenu pour l'école d'ouléma, etc. » Et j'ai bien précisé que cette personne qui venait collecter, qui était arrivée de Mauritanie, avait eu un visa Schengen, mais pas par la France, elle l'avait eu par l'Italie. Mais comme c'était un visa Schengen, elle est venue en France collecter des fonds. Donc si vous voulez, on a des sujets, on y travaille. Chaque année, on demande la même chose au moment du budget, vous allez voir mes interventions, elles sont citées là-dedans. Chaque année, le gouvernement nous explique que c'est pas possible, et cette année, je vais revenir à la charge, puisqu'au moment du budget, c'est vraiment le principe de dire, mais attendez, on cherche de l'argent partout, on a un déficit abyssal, peut-être qu'il faut se mettre à contrôler un peu les associations. D'autant que j'ai eu un succès d'estime hier, enfin j'ai fait 250 000 vues, pas mal. Je vais faire le lien avec l'affaire d'Arras, qui est une tragédie absolue. Mais l'année dernière, j'ai demandé au gouvernement le détail des financements publics des associations d'aide aux migrants. Alors, Coalia, 97 millions. France Terre d'Asile, 57 millions. La Croix-Rouge, 39 millions, juste pour les migrants. Groupe SOS Solidarité, 26 millions. Forum Réfugiés, 24 millions. France Horizon, 18 millions. Entraide Pierre Valdo, 15 millions. Equalis, 12 millions. Alpha, 10 millions. Association Mieux-être et Logement, 10 millions. Centre d'action sociale protestant, 7 millions. Un petit bras, les protestants. La vie active, 6 millions. Morbihan Insertion sociale, 6 millions. Agir pour le lien social, 5 millions. Vitalis, 5 millions. Emmaüs, 5 millions. Etc., etc., etc.
Donc, évidemment, on a besoin d'associations qui s'occupent des migrants compte tenu de la situation dans laquelle ils sont. Enfin, peut-être qu'il faut contrôler quand même la façon dont ça se passe. Une fois que le contribuable a fait l'addition, peut-être qu'il faut aussi regarder comment ça se passe. Parce que si vous avez bien regardé les reportages dans les espaces de migrants qui attendent d'arriver en Europe, en Grèce, le 7 octobre, vous aviez quand même une foule extrêmement favorable au Hamas, qui applaudissait aux actions du Hamas, de gens qui sont en Grèce et qui sont en attente de quoi? Du droit d'asile, ici. Donc, cet argent-là est sûrement très bien placé, et moi, je ne conteste pas que ces associations aient besoin d'argent. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'elles font avec ça. Vous voyez? Et donc, vous avez raison de vous poser la question. Ça fait juste 3 ou 4 ans ou 5 ans que chaque année, comme ma tante Suzy qui arrive avec ses confitures, moi j'arrive à la loi de finances en train de déposer mes amendements, et que tous les ans, je me fais retoquer. Bon, et que cette année, je me ferai encore retoquer. Mais c'est pas grave, parce que je les soutiens chaque année. Il y a un QR code là, vous les trouvez en ligne. J'ai une chaîne YouTube, vous pouvez regarder, vous allez voir. Chaque année, je dépose les mêmes amendements sur le contrôle des associations. Ouais. Louis Boderman, Paris, quand vous déposez des amendements chaque année, quelle est la réponse de Bercy par le ministre en l'espèce? Est-ce qu'il dit simplement, écoutez, il y a un nombre d'associations en France, c'est trop lourd à contrôler personnellement, X sont des millions pour terrorisme, ou X milliards cachés. Est-ce que c'est juste de dire, écoutez, oui, bien sûr, ça pourrait être possible, mais l'entrave à la vulgarisation des associations, c'est trop grand, donc il y aura un risque de pénible sur la société en France. Est-ce que c'est de dire qu'on n'a pas les moyens humains, on ne sait pas comment faire? Quelle est la réponse à ça? Alors la réponse, c'est d'abord tout va bien. Dormez tranquille, braves gens, tout va bien. Ensuite, c'est, vous vous rendez pas compte, on a 1 500 000 associations à contrôler. Ensuite, la question qui est... Parce que si vous voulez, aujourd'hui, dans le contexte, les choses sont sous-jacentes, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement injuste et en même temps extrêmement violent. Moi, je ne suis pas au Rassemblement national, je suis à l'UDI. Bon. Faire un lien direct entre les migrants et le terrorisme, c'est quand même un truc qu'il faut assumer. Et moi, à titre personnel, je refuse de faire un lien direct entre les deux. Bon. Mais il y a des sujets qui se percutent, c'est obligé. C'est obligé. L'affaire d'Arras nous montre que si l'association machin n'était pas intervenue au profit de trucs, peut-être que cette personne ne serait pas restée sur le territoire et que ce professeur serait encore en vie. Vous verrez qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais en attendant, il y a quand même, à un moment ou à un autre, enfin, dans l'ensemble, les terroristes ne sont pas bouddhistes, grosso modo. Bon. Ou alors, j'ai raté un épisode. Bon. Et en même temps, vous avez exactement les phénomènes identiques pour le terrorisme d'extrême droite. Il faut le savoir. Ça figure là-dedans aussi toutes les associations d'extrême droite qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, se financer de la même façon. Voilà. Donc, la réalité, c'est que le gouvernement nous explique que c'est très compliqué, qu'il y a un seuil de revenus d'une association qui est 153 000 €. À partir de 153 000 €, il faut un commissaire aux comptes, etc. Donc ça devient un peu plus sérieux. Sauf que 153 000 €, c'est un seuil qui est déjà assez haut. Mais que si vous ne pouvez pas cibler les associations que vous allez contrôler. Parce que dans ce pays, je dirais Dieu merci, il y a l'égalité devant la loi. Donc si vous prenez des dispositifs visant telle et telle communauté, vous allez les prendre pour tout le monde. Et à ce moment-là, vous avez les presbytériens, les protestants, les associations chrétiennes de X et de Y, toutes les écoles, toutes les églises qui vont monter au créneau en disant « mais nous, on ne fait rien de mal, nous, on veut, etc. » Moi, dans l'Orne, en ce moment, j'ai des écoles catholiques, intégristes, hors contrat. Je suis incapable de savoir comment elles sont financées. Et je ne sais pas non plus
quelles sont les matières et comment ça se passe à l'intérieur. J'ose espérer que tout ça va bien. Mais vous comprenez bien que ça pose exactement le même problème. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, le gouvernement nous explique que, 1, tout va bien, que 2, il n'a évidemment pas les moyens humains, voilà, et refuse absolument ce contrôle, parce que sur 1,5 million d'associations, ce ne serait pas possible. Moi, je pense quand même qu'avec l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir arriver à faire un peu mieux. On devrait pouvoir faire un peu mieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui le font. Mais nous, on est le seul pays au monde à avoir ce type de dispositif. Ouais. Oui, je pense que j'ai une voix qui est assez puissante pour qu'on m'entende. C'est bon? On n'a même pas de micro-baladeur, alors, de toute façon. Oui, non, mais c'est pas un souci. C'est celui-là, normalement. Ah oui. Ça va, le CERFA, dont je ne connais pas le numéro, ouais, qui est délivré en fait par l'association, ouais, dans la mesure où cette association n'est pas agréée, ouais, même si elle a la commission de compte, bon, ça va déjà bien, c'est là. Et le fait de le produire, ouais, de le donner, c'est de la produire de la fausse monnaie. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, la question est que lorsque cette fausse monnaie rentre est jointe à une déclaration d'impôt via Internet et qu'on vous présente la fausse monnaie, il faudrait peut-être que les inspections oui, Trésor public, oui, et les inspections à ce stade-là soient en mesure de contrôler que le billet qu'on leur donne, si on la paye en liquide, est un billet authentique ou un vrai billet du faux. Bien sûr. Bon. Et en fait, peut-être qu'il n'est pas impossible que des solutions soient par là, c'est-à-dire dans l'identification unique, parce que là, avec l'informatique, on sait faire aujourd'hui, des CERFA qui sont délivrés, et ce qui permet à ce moment-là de retrouver tout de suite les sources et rendre impossible les opérations. Oui, mais vous avez 1,5 million d'associations. Vous avez donc multiplié par 10, par 20 ou par 30 le nombre de gens qui contribuent à ces associations. Tout à fait. Bon, ça veut dire qu'en quantité de gens qu'il faudrait contrôler, dont il faudrait contrôler les CERFA, c'est quasiment impossible. Donc, si vous voulez, il y a une déduction automatique. La vraie solution, c'est d'avoir une déduction fiscale a priori, c'est-à-dire d'autoriser, c'est-à-dire d'interdire. Il faudrait que quand vous avez une association qui déclare, vous pouvez déduire, prenons l'école d'Ouléma, qui fait l'unanimité entre nous, prenons l'école d'Ouléma, et bien normalement, ça devrait être marqué autorisé par le numéro machin. C'est ça qu'il faut faire. Et bien ça, le Trésor public n'est pas prêt à le faire. Le gouvernement n'est pas prêt à le faire, le ministère de l'économie et des finances n'est pas prêt à le faire. Mais je comprends ce que vous me dites, sauf que, comme tout est dématérialisé, et que les déclarations d'impôts sont pré-remplies, vous mettez votre document, vous inscrivez le montant des déductions, vous mettez le justificatif, et tout ça part à la moulinette avec 65 ou 68 ou 69 millions d'habitants qui remplissent leur déclaration d'impôts. Et il manque simplement, au moment où on l'a rempli, ouais. c'est pas tellement l'année dernière, au moment où on l'a rempli, le fait d'indiquer le CERFA avec son identifiant, qui correspond à la déduction que l'on demande par ailleurs. Oui. Et à partir du moment où l'identifiant est un identifiant unique, généré par le système, généré par le système, il est assez facile informatiquement de détecter les CERFA qui seraient des invalides. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir. Il y a le moyen. Techniquement, le moyen, je pense qu'il est là. Moi, je suis favorable à l'idée de ce que vous dites, et je vais d'ailleurs bénéficier de votre remarque pas plus tard que dans 15 jours, mais surtout, je continue à penser qu'il devrait y avoir une instruction de la part des services dans tous les départements disant « Attention, vous n'aurez un CERFA que si il y a un numéro qui va avec ».
Voilà. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça que je voulais quand même vous dire. Bonsoir. Théo Bourret, mon talent, vice-président des Jeunes du Vieillisseur. Je vous remercie de venir ce soir et de parler de ce sujet qui est important, même si on n'entend pas assez parler, je trouve. De ce que vous dites, moi, ça me fait beaucoup penser au travail de Madame Florence Bergot-Blacker, qui a justement écrit sur les réseaux des frères musulmans, et qui, notamment le financement des frères musulmans en France et à l'étranger, et qui aujourd'hui vit sous protection policière, qui a été annulée dans certains colloques parce qu'elle a été accusée d'islamophobie, et enfin, c'est très bien qu'il y ait des pressions derrière. Je voulais savoir par rapport à ce sujet, ces accusations d'islamophobie, est-ce que vous avez eu du mal peut-être à travailler sur ces sujets? Est-ce que vous avez senti certaines menaces ou clairement certains blocages? Comment est-ce que vous le vivez? On sait que c'est un sujet qui est sensible, d'actualité pour vous. Oui. Alors Florence, je la connais depuis plus de 10 ans. Elle travaillait sur la filière halal, qui est un sujet sur lequel on peut parler, parce que s'ils étaient organisés comme le Kasher, ça fait longtemps qu'on serait sorti d'affaires, mais il se trouve qu'ils ne le sont pas. On pourra parler de ça tout à l'heure si ça vous intéresse, mais je la connais très bien, elle a focalisé ses recherches sur les frères musulmans, et je pense qu'elle a raison. Parce que le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, le Hezbollah, c'est la branche libanaise des frères musulmans, et tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même internationale du crime. Hein. Là, vraiment, tout ça va de pair. Bon. Alors, moi, je me suis fait pirater mes boîtes mail par le Qatar. Je me suis fait aussi un peu menacer. Jusque-là, c'est tout. Voilà. Puisque le Qatar finance le Hamas, etc. etc. Donc, le Qatar, c'est pompiers pyromanes. Hein, je veux dire, ils sont formidables, ils ont violé je ne sais pas combien de femmes, des jeunes, des vieilles, des enfants, etc. Puis finalement, ils libèrent 2 femmes âgées formidables, c'est des humanistes extraordinaires. Oui, d'accord, grâce au Qatar, merci beaucoup. Pendant ce temps-là, le Qatar leur file 30 millions par mois et les finance, y compris les entraîne. On est dans le pompier pyromane complet. Donc, on ne peut peut-être pas parler du Qatar ce soir, parce que là, j'en ai quand même lourd. Donc, c'est un sujet compliqué. Et vous avez raison de signaler l'islamophobie, parce que ça, c'est quand même très intéressant. C'est un concept qui est arrivé il y a quelques années, ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas critiquer quoi que ce soit qui touche à l'islam, parce que d'un seul coup, on devient islamophobe. Bon. Qui est quand même un sujet. Bon. Il se trouve que la société aujourd'hui est suffisamment fracturée, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu avec un clin d'œil, en vous disant, mais bon, en général, les attentats ne sont pas commis par des bouddhistes. Bon. Il y a un islam radical qui prend en otage le reste de la population musulmane de France, comme elle prend en otage la population de Gaza, comme elle prend en otage la population du Liban, comme elle prend en otage partout où il y a une minorité agissante et extrémiste. Voilà. Donc, les travaux que ce professeur a menés ont été un peu contestés parce qu'ils ont été financés d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense qu'elle a raison sur un certain nombre de choses. Je pense qu'elle a aujourd'hui ses travaux ont un écho qui est assez intéressant, mais qui correspond, si vous voulez, dans le schéma. Alors, elle est moins consensuelle que Keppel, qui est formidable, qui nous explique le djihadisme d'atmosphère, formidable, on attend Arletty, sauf que lui, il a été aussi financé par le Qatar dans le temps, mais que tout le monde l'a oublié. Bon, qu'il est formidable, Gilles Keppel, moi j'ai rien contre lui du tout. Voilà, elle est plus polémique, mais je pense que l'alerte demeure nécessaire. L'alerte demeure nécessaire. Et je pense qu'on a beaucoup négligé ces alertes. Je pense également, puisque vous parlez d'elle, à un ensemble de campagnes européennes aussi payées avec nos impôts, notamment pour la promotion de la diversité avec une jeune fille voilée sur les affiches, notamment sur le jour international de la jeunesse et du sport avec une jeune fille voilée jusque-là. Enfin, j'ai tout ça ici si vous voulez les voir après. Tout ça est en QR code, dans l'excellent bouquin. Mais voilà, si vous voulez, ça c'est le contribuable européen qui soutient des mouvements qui sont manifestement liés avec les frères musulmans. Et alors, ce qui est très comique, c'est que le gouvernement, enfin plutôt le groupe Renaissance au Parlement européen, a obtenu un certain nombre de contrôles du financement d'associations à Bruxelles, les mêmes dispositions qu'ils nous ont refusées à Paris.
Donc j'ai posé une question d'actualité l'année dernière. Enfin, régulièrement j'interviens parce que si vous voulez à un moment il faut quand même rappeler au gouvernement, mais au gouvernement successif. Alors du temps de Bernard Cazeneuve c'était compliqué parce qu'on était en plein marasme, Charlie et Bataclan. Et que là il y avait quand même une décence à manifester. Vous pouvez pas faire un certain nombre de choses quand le pays est ensanglanté de cette façon. Bon. Mais après, que ce soit Castaner et les autres ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, moi je suis toujours intervenue en disant ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous avez retenu ce que je vous ai dit au début. Tout le blanchiment n'est pas financement du terrorisme, mais tout le financement du terrorisme passe par le blanchiment. Alors, vous avez, par exemple, la zakat. La zakat, c'est l'aumône obligatoire de tous les musulmans qui doit représenter 2%, je sais pas quoi, de vos revenus annuels. Au moment du ramadan, une mosquée moyenne, comme celle de Courbevoie ou 92, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir dans une minute, Asnières. Une mosquée moyenne, c'est 1 million d'euros en espèces. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, maintenant l'Algérie s'y met, et plusieurs pays ont décidé, le Kazakhstan, ont décidé que cette zakat ne pouvait être faite que par virement sur des comptes pré-identifiés d'associations qui pouvaient bénéficier de ces donations. C'est-à-dire que les pays qui sont à 170% musulmans, dont on peut penser notamment l'Arabie Saoudite, notamment les Émirats, très hostiles aux frères musulmans bien entendu. Bon. Et bien là, la contribution obligatoire de chaque musulman pour la charité se fait directement sur des comptes identifiés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espèces qui circulent. Il y a probablement une raison. Sauf que nous, on ne peut pas du tout toucher à ça parce qu'on est évidemment lié par la loi de 1905, ce qui est absolument normal, on ne va pas rentrer dans la gestion d'une religion. Voilà. Donc si vous voulez, il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir, des sujets sur lesquels on ne peut pas intervenir. Le financement des associations, on doit intervenir, et je pense qu'on va recommencer dans un mois. D'autres sujets, on ne peut pas. Mais il y a quand même des pays qui se préoccupent de ça. Il y a eu une série de grandes manifestations qui s'appellent No Money for Terror, avec tous les pays du monde qui étaient là en randonnion pour expliquer qu'il ne fallait pas d'argent pour le terrorisme. Là, on a pris des mesures. Mais la réalité est un peu différente. Et ce qui est terrible, c'est l'amalgame pour le coup. Parce que là, alors là, c'est dramatique, et en plus, ça fracture la société. Donc on n'est pas complètement sorti d'affaire, les amis. Zakat, c'est pratique, c'est Z. Pour la BCDR, c'est bien. Oui, madame, je sais que... Bonjour. Alors moi, j'étais élue à... Cécile Obadia, j'étais élue à Villejuif entre 2014 et 2020. Et on a subi 2 actes de terrorisme islamiste. J'ai juste une petite question et je voulais avoir votre éclairage sur les petites boîtes qui sont dans les commerces pour le financement des mosquées. Parce que ça a fleuri évidemment dans beaucoup de commerces à Villejuif. Pour la construction d'une mosquée qui est un projet depuis des années. Donc, je ne sais pas si un jour ça verra le jour, mais voilà. Je voulais avoir votre avis là-dessus, votre éclairage, parce que ces boîtes, bon, les gens mettent des pièces dedans, peut-être des billets, mais de toute façon, on sait que le coût d'une mosquée, c'est bien au-delà. Donc après, qui vient financer une mosquée? Alors, si vous me parlez des petites boîtes... d'amalgame, évidemment. Non, mais attendez, non, mais là, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi arrêter la langue de bois parce que ça fait des échardes. Hein. Donc, en ce qui concerne alors, les petites boîtes, c'est très bien, il n'y a pas de sujet.
le financement des mosquées. Le financement des mosquées, c'est extrêmement compliqué, puisque l'islam n'était pas en France au moment de la loi de 1905. Donc, si vous voulez, le seul endroit où l'État finance les mosquées, c'est en Alsace-Moselle, parce qu'elle concordat. En dehors de ça, il n'y a pas de financement public, alors que l'État finance les églises, il peut financer des travaux sur une église, il n'y a rien. Donc le problème du financement des mosquées, c'est qu'évidemment des communautés musulmanes à tel et tel endroit sont obligées de collecter de l'argent pour construire une mosquée, ce qui est absolument normal. Après, il y a les financements étrangers. Bon. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à penser que les pierres sont moins dangereuses que ce qu'il y a dedans. J'aime mieux qu'on finance une mosquée plutôt qu'on nous importe des imams. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, le financement étranger d'une mosquée ne me dérange pas. Par exemple, le Koweït. Alors, ça aussi, ça a été refusé par le gouvernement. J'ai demandé, vous allez voir, je réponds à votre question. J'ai demandé au gouvernement, et c'est réglementaire, hein, c'est pas législatif, d'établir un code de bonne conduite pour les ambassades étrangères en France. Bon. L'ambassade du Koweït, par exemple, quand on lui demande de l'argent pour construire une mosquée, prend le plan de financement et paye directement les entreprises qui ont contribué au financement, à la construction de la mosquée. Bon. Et vérifie les travaux. Bon. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne méthode. C'est-à-dire que la communauté de X ou de Y n'a pas les moyens d'avoir une mosquée. Bon, elle n'a pas la chance ou la malchance d'être dans un pays judéo-chrétien où il y a des églises à tous les coins de rue. Il y a 8 ou 9 millions de musulmans en France, ils ont besoin de lieux pour prier, tout ça me semble absolument normal. Ils collectent de l'argent, ça me semble normal, ils en demandent à l'étranger, dans les pays à forte capacité contributive, le Koweït, l'Arabie, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un code de bonne conduite de ces ambassades, de façon à ce qu'on sache quel type de financement il y a. À partir du moment où il y a de la transparence, il y a zéro problème. Moi, ça m'est complètement indifférent que le Koweït ou l'Arabie finance une mosquée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui forme l'imam qui va être dedans. Ça m'intéresse plus que qui paye la mosquée. Parce que, à force de dire qu'il y a 5 millions de musulmans en France, il y en a à peu près 10 millions, à force de refuser ce qui est absolument permis par la loi, etc., les statistiques ethniques, etc., pour savoir combien on a besoin de mosquées, je veux dire, vous avez une population qui augmente, on a besoin de plus de lieux de prière. Pourquoi il y a des écoles juives et pourquoi il n'y a pas d'écoles musulmanes? Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Il y a des écoles chrétiennes, ça ne pose aucun problème. Il y a un moment, il faut se poser la question de dans quelles conditions, quel type de société on veut et quel type d'égalité on veut entre les religions qui sont en France. En tous les cas, moi, je préfère qu'on finance un lieu de culte qui est bien identifié à un endroit précis, même s'il est financé par l'étranger à partir du moment où c'est transparent. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange absolument pas. C'est de toute façon ce que j'ai soutenu partout. À partir du moment où il y a une transparence des financements, il y a zéro problème. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est la formation des imams qui vont être dedans. C'est ça qui pose problème, parce que la pierre, c'est la pierre. Je veux dire, les gens ont besoin d'un endroit pour prier. Et j'aime mieux une mosquée au coin de la rue qu'un islam des caves où on va prier n'importe quoi sans savoir où les gens sont. Et puis les gens ont besoin de prier dans un confort. On est en République, on est en démocratie, les gens ont le droit de prier qui ils veulent. Vous voyez? Donc, il y a des collectes et c'est normal. Voilà. Après, c'est des espèces parce qu'il n'y a pas moyen autrement. Mais moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Et le fait qu'ils collectent de l'argent, ça veut dire qu'ils veulent, et ils prendront, vous me dites que ça fait longtemps que ça dure, donc ils vont prendre le temps qu'il faut pour pouvoir réunir les fonds pour construire une mosquée, ce qui finalement est loin d'être anormal pour une population qui a besoin d'un endroit normal, décent pour prier. L'islam des caves, c'est un scandale. Et en plus, c'est pas très facile à identifier. Donc moi, je préfère une mosquée bien établie. Ouais. Oui, bon, pour rebondir sur le sujet, justement, alors les murs peuvent causer quand même un sujet indirectement par la composition du CFCM. On sait lorsqu'il avait été créé, l'idée c'était de
de compter le poids Oui, de chaque institution, pas au nombre de fidèles, justement pour éviter l'islam d'esclave, mais au nombre de mètres carrés des mosquées. En partant du principe que, mais il y a 20 ans ça faisait sens, partant du principe que les mosquées qui avaient pignon sur eux, pardon pour l'expression, mais étaient forcément plus légitimes, plus intégrées et justement ne ferait pas la production d'un islam plus radical. Ça a conduit à un effet indirect, qui est que du coup les États étrangers sont en rivalité sur les communautés en France, et il y a une concurrence entre elles, entre ces États, ce qu'on appelait la diplomatie des minarets, qui est une forme de soft power, où chaque État, c'est ce qu'on a vécu à Strasbourg, on a vécu avec les chiites, et dans un certain nombre d'endroits comme ça, on a beaucoup des États qui s'investissent énormément. Les Turcs à Strasbourg. Et pas les Turcs, c'est les Turcs à Strasbourg, évidemment. Je me mélange avec à l'époque, il y a à peu près 2 ans, Jean-Christophe Lagarde avait fait une proposition au titre, une proposition qui était de la création d'une fondation pour un islam de France, où en fait c'est cette fondation, enfin les fonds transiteraient par cette fondation. Comme dans ta proposition, les États étrangers pourraient continuer à participer au financement de culte en France, puisque l'État ne le fait pas, mais de le faire directement et de partir dans cette logique de concurrence entre les États et chacun travaille sa communauté, dans ce cas ils abondent un fonds et une fondation, et c'est cette fondation ensuite qui décide de la construction des lieux. À l'époque, on en avait débattu, tu avais quelques nuances, est-ce que tu peux nous expliquer ta position sur ce sujet ? Alors c'est très très compliqué. Alors je vais essayer parce que Eric nous parle du CFCM, qui est le Conseil français du culte musulman, qui est un fiasco complet. Donc ça, il faut se le dire. Pourquoi ? Parce qu'on est en France sous la coupe de ce qu'on appelle l'islam des consulats, lié à notre histoire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Chacun ayant évidemment ces communautés et voulant évidemment, c'est-à-dire que la mosquée algérienne ici, la mosquée turque ici, etc. Alors je ne vous parle pas, les Turcs c'est vraiment tout à fait particulier, parce que les Turcs, les imams qui viennent de Turquie, sont payés directement par M. Erdogan. Chez nous aussi. Bien sûr. C'est des fonctionnaires de l'État turc. Ouais. Alors on pourrait faire une soirée sur la formation des imams, je suis incollable. Non, mais c'est extraordinaire. Alors que depuis le consistoire de Napoléon, les rabbins sont formés en France, les prêtres sont formés en France. Regardez, 2 secondes, je vais répondre, mais puisque vous avez l'air surpris, je vous explique. Prenons Lyon, prenons Marseille. Vous avez une très forte communauté musulmane, très forte communauté turque. Les imams qui arrivent et qui tiennent la communauté sont directement formés en Turquie par M. Erdogan. Autant vous dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un Arménien vivant. Ils vont arriver à Marseille ou à Lyon, où il y a une grosse communauté arménienne. Comment voulez-vous que ces gens respectent la République et la reconnaissance du génocide arménien? C'est impossible. C'est impossible. Donc, on a un problème là, qui est en dehors du CFCM, qui est la composition de la communauté musulmane de France, qui est évidemment multiple. Et tant qu'on aura cet islam des consulats, qui est la mosquée de Paris ici, la mosquée d'Evry par là, les Marocains par ici, les Turcs par là, qui sont une communauté tout à fait particulière, extrêmement active, très bien intégrée, etc., mais dont les imams sont quand même des fonctionnaires de l'État turc. Voilà. Je vous donne l'exemple de la Turquie et de l'Arménie, parce que c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. Moi, je suis allée voir les écoles de formation des imams. Je suis allée au Maroc, je suis allée en Algérie. Je peux vous dire que les imams formés en Algérie, d'abord, ça fait longtemps qu'ils ne parlent plus français, déjà, et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de juifs, aussi, et qu'ils sont baignés dans un bain d'antisémitisme, d'antisionisme, de tout ce que vous voulez, mais que ces gens vont arriver dans le cadre des imams détachés, et qui vont arriver ici. Comment voulez-vous qu'ils fassent société? Ce n'est pas possible. C'est pas complètement de leur faute. C'est le système qui déraille.
Alors le président Macron a juré, craché, promis qu'il n'y aurait plus d'imams détachés, parce qu'on a trois façons de former les imams en France. D'ailleurs, ça relève aussi du financement. Car si cette fondation fonctionnait, parce qu'elle existe maintenant la fondation, mais elle ne fonctionne pas. Si la fondation fonctionnait, elle pourrait payer des formations en France. Aujourd'hui, on a 3 types de formations. Vous avez des jeunes musulmans qui sont formés pour être imams en France. Ils doivent payer leur formation eux-mêmes. La seule formation qui fonctionne, c'est celle des frères musulmans. Bien. Dont on peut penser ce qu'on veut, sauf que moi, je ne suis pas fan. La deuxième truc, c'est les Français qui partent se former au Maroc, puisque le roi du Maroc a organisé à Rabat, je suis allée la visiter, une école formidable, où l'islam du juste milieu, tout va très bien, très bien. Mais enfin, la formation, elle n'est quand même pas en France. Alors au Maroc, ils parlent encore français. Mais l'école de formation en Algérie, c'est encore autre chose. Donc il y a beaucoup de Français qui vont se former en Algérie. Il y en a aussi qui vont se former en Arabie Saoudite. Bien. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est donc on envoie des jeunes Français, pour être imams, se former à l'étranger. Et puis après, on a les imams de l'étranger qui viennent en France, pour lesquels on a un contrôle à peu près égal à 0. Alors, ils doivent plus ou moins passer un examen de français, ils doivent plus ou moins passer un truc avec l'Institut catholique qui fait un examen de culture générale, d'instruction civique, on pourrait dire. Bon, tout ça est très très moyen. Et puis au moment du Ramadan, comme il manque des psalmodieurs, des imams, des gens qui tiennent la prière 24 heures sur 24 pendant tout le mois du Ramadan, il nous arrive en France un tas de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas contrôler, dont on ne sait pas d'où ils sortent, etc. Donc si vous voulez, l'encadrement de tout ça est extrêmement compliqué à gérer. Voilà, voilà. Donc, pour en revenir à ce que dit Éric, effectivement, l'idée d'une fondation pour l'islam de France qui existe maintenant et qui existe, alors elle subventionne des scouts musulmans, elle fait 2-3 actions culturelles comme ça, mais elle n'a pas touché le nerf de ce qu'on voudrait faire avec ça, c'est-à-dire notamment dégager des budgets pour former les imams en France. Et tant qu'on n'aura pas réussi à avoir ce lissage de formation, on aura des problèmes. Alors, 98,8% des imams qui prêchent selon les règles de la République. Il faut savoir que, par exemple, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et ailleurs, les prêches sont directement rédigés par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une petite histoire? Ça va vous détendre. Au moment où je fais mon rapport sur l'islam de France, je vais aux Émirats voir le ministre des cultes. Alors il me reçoit, je lui explique un peu, il me dit « Combien vous avez de musulmans en France ?» Bah, 5 millions, 6, enfin on ne sait pas bien parce qu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques, donc on ne peut pas savoir si les gens sont musulmans ou pas, on ne sait pas combien il y a de musulmans en France. Ah bon? Combien vous avez de mosquées? Ben, 3000, 3500, peut-être un peu plus. Vous savez pas combien... Non, vous savez pas combien... Ah, et vos imams, ils viennent d'où? Je ne peux pas vous dire, parce qu'ils viennent d'un peu partout. Vous allez nous créer beaucoup d'ennuis. Voilà. Si vous voulez, il y a une structure de l'islam qui n'est pas... Bon, il n'y a pas eu le concordat, il n'y a pas eu le consistoire de Napoléon, il y a une religion qui n'est pas organisée et pour lesquelles on a évidemment un certain nombre de sujets. Mais encore une fois, il y a une minorité qui prend les autres en otage et il n'est pas du tout question de jeter l'anathème sur l'islam de France. Mais voilà, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Chapeautée par la loi de 1905, et c'est la raison pour laquelle, madame, vous avez des financements étrangers, puisque l'État... Par contre, si vous avez, en revanche, si vous avez besoin de construire un parking devant une mosquée, vous pouvez demander de la dotation d'équipement des territoires ruraux ou n'importe quoi d'autre, parce que ça rentre dans la sécurité. Bon. Mais sinon, l'État ne peut pas payer, parce que l'islam ne faisait pas partie
des religions présentes au moment de la loi de 1905, qui est arrivée après, etc. Donc si vous voulez, on a un tas de problèmes avec ça qu'on n'est pas du tout en mesure de régler. Et la Fondation pour l'Islam de France, qui aurait pu collecter des fonds, notamment pour le financement de la formation des imams, était une idée frappée au coin du bon sens. J'ai un peu dévié pour la réponse, mais je pense que vous avez compris. Oui, donc j'ai observé une IGE de la Fédération de Paris. J'avais deux questions. Donc, ma première question, c'était plus au niveau bancaire. Est-ce que les banques françaises font assez de travail? Est-ce que les dispositions sont assez suffisantes au niveau des banques, par exemple des banques qui traitent beaucoup d'argent, tout ça, au niveau de liquide comme la Banque Postale, est-ce qu'elle traite justement, est-ce que les dispositifs sont assez efficaces au niveau législatif et au niveau réglementaire pour elle, et aussi même par rapport au financement des projets des entreprises étrangères, est-ce que justement il y a assez de contrôle au niveau législatif et réglementaire pour ces banques-là, pour qu'elles aient un cadre qui leur permette de... Et est-ce qu'elles-mêmes font assez là-dessus? Et ma deuxième question, c'était plutôt sur les crypto-monnaies, parce que je crois qu'il y a un grand sujet justement par rapport au Hamas, qui avait beaucoup blanchi d'argent, mais pas que le Hamas, beaucoup d'organisations terroristes criminelles qui blanchissent de l'argent par rapport aux crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a un vrai enjeu par rapport aux crypto-monnaies, et comment est-ce qu'on pourrait réguler les crypto-monnaies? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux crypto-monnaies pour éviter que ce soit une source de blanchiment d'argent pour ces réseaux-là? Alors merci de nous recentrer, ce qui va bien parce qu'à l'UDI on est au centre. Moi je trouve que c'est bien de nous recentrer sur le sujet. Alors sur les banques, il y a à la fois l'autorité de contrôle prudentiel, à la fois le GAFI, à la fois les autorités européennes, à la fois les autorités internationales. On a mis en place un système de contrôle bancaire qui est absolument formidable. Si vous voulez envoyer 3 ou 4 000 euros à votre fille ou à votre fils aux États-Unis pour payer ses études, il va falloir justifier de l'origine des fonds jusqu'au dernier centime, justifier le comment, du pourquoi, etc. Et puis, on a musclé la cellule de contrôle du blanchiment du ministère de l'économie et des finances qui s'appelle Tracfin, qui est aujourd'hui une cellule hyper performante qui rend un rapport tous les ans. Je vous encourage à lire le rapport de Tracfin, c'est absolument formidable, c'est comme un roman policier, c'est tous les moyens de frauder, de blanchir, etc. C'est absolument génial. Moi je suis absolument hyper fan de Tracfin. Quand j'ai commencé à travailler en 2010 sur la question, ils étaient 15 ou 20, ils sont désormais 200, c'est une unité archi performante. Comment ça marche Tracfin en 2 mots? Vous avez assujetti à Tracfin un certain nombre d'éléments. Vous avez les changeurs de monnaie, les banques, les assurances, etc. Enfin, tous les gens qui sont susceptibles les notaires, les avocats, qui sont susceptibles d'avoir des maniements de fonds. À partir du moment où il y a un maniement atypique, vous devez faire une déclaration de soupçon à Tracfin, et Tracfin va enquêter. Ou pas. En tous les cas, le système de la déclaration de soupçon fonctionne extrêmement bien, ça marche très bien, et il y a un rapport chaque année. Je vous encourage à lire le rapport de Tracfin, c'est comme un roman policier. La créativité des délinquants, c'est extraordinaire. Moi, j'adore Tracfin. Bon, donc ça, pour répondre à votre première question, ça fonctionne. Mais je vous signale que l'origine de nos affaires, c'est le blanchiment. Donc c'est forcément ce qui ne passe pas par le circuit bancaire. Et c'est là qu'on arrive à votre deuxième question parfaitement pertinente, sur les crypto-actifs. Donc, j'ai consacré, dans l'excellent bouquin qui est là, un chapitre entier aux crypto-actifs. Je me suis fait allumer par les supporters du Bitcoin et de tous les autres, qui m'ont expliqué qu'il y avait une traçabilité absolue entre le coupon, le truc, le machin, que tout ça était traçable. Sauf que Tracfin, justement, a désormais une cellule complète qui travaille sur les crypto-actifs, ou plus exactement contre les crypto-actifs, que Madame... Warren, ancienne secrétaire d'État, sénatrice américaine, vient de faire des déclarations précisément contre les crypto-actifs. Ça veut dire que le Parlement européen s'est aussi posé la question de savoir s'il fallait légiférer sur les crypto-actifs. Ça veut dire aussi qu'entre l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire à peu près 1000 parlementaires, il doit y en avoir peut-être 1,5 qui comprennent comment ça fonctionne. Ça veut dire... Non mais si, je maintiens. Ça veut dire que si on doit réguler, faut d'abord qu'on ait un peu comprendu comment ça marche. Et ça, je ne suis pas bien sûre que ce soit encore tout à fait acquis. Donc, on a l'impression que c'est comme Kodak, que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, dont on s'est demandé
Un jour, on n'a plus vu Kodak parce que personne n'a jamais pensé qu'on ne mettrait pas de pellicule dans nos appareils et qu'on ferait des photos avec nos téléphones. On n'a jamais pensé qu'on n'aurait plus de ligne fixe dans les maisons parce qu'on aurait des portables. On a pensé les uns et les autres qu'on passerait à côté d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on est en train de penser qu'on va passer à côté des cryptoactifs. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, on y sera confronté. Bon. Savoir s'il faut réguler ou pas, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai un doute sur le sujet. J'ai d'autant plus de doutes sur le sujet que depuis 2014 ou 2015, notamment Tracfin, mais aussi les Américains, etc., ont vu qu'il y avait des financements tout à fait illégaux liés aux cryptoactifs. Donc moi je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment maîtriser, mais quand vous avez énormément d'argent en jeu, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu sur les cryptoactifs, bon, vous comprenez bien que les gens sont un peu mous du genou, comme j'ai l'habitude de le dire, pour légiférer. Bon. Et en plus, si on nous colle des réglementations européennes pour lesquelles nous, législateurs français, on ne comprend rien, et en plus le législateur français tout seul face aux cryptoactifs, ça... Et je vais quand même vous raconter une petite histoire, c'est que des gens bien intentionnés ont créé un bitcoin halal. Ah oui. Qui correspond à toutes les vertus, c'est-à-dire pas d'usure, pas de ceci, pas de cela, etc. Donc si vous voulez, s'il y a un bitcoin halal, moi j'ai tendance à penser que voilà, pas parce qu'il y a du terrorisme, mais aujourd'hui on a au moins depuis 2014 une dizaine d'actions terroristes financées avec des cryptoactifs, et l'affaire du Hamas a été financée avec des cryptoactifs. J'ajoute que l'Iran se sert de cryptoactifs pour détourner l'embargo et les blocages et tout ce qu'ils ont sur le financement du pétrole, etc. Eux, comme ils sont bannis de tous les circuits bancaires, ils utilisent beaucoup les cryptoactifs. Donc le fait que le Hezbollah et que le Hamas utilisent des cryptoactifs, il y a une filiation assez légitime en fait. Vous voyez, il y a un truc, on sent la filiation. Voilà. Donc moi je suis très très prudente à l'égard de ça. Évidemment les supporters des cryptoactifs vous expliquent que pas du tout que tout va bien chez les 7 nains. J'en suis un tout petit peu moins sûre. Est-ce que vous voulez que je vous parle du tourisme halal? C'est sympa le tourisme halal. Enfin, vous avez des questions d'abord? Ouais, je vous écoute. Une remarque, j'avais qui travaille à la Conseil de Paris, qui est pas absolument, mais c'est dans l'équipe qui fait la commission sur la réforme de l'islam en France. Il laisse beaucoup en ce moment sur les pannes parlementaires et l'association et les professions aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils parlent de leur discours officiel, interne, externe, assez cohérent, sur la question du financement, des consulaires, etc., ils disent pas on a des systèmes consulaires, forcément, parce que c'est dépend de l'Algérie, mais ils disent ce qui importe, c'est moi le financement qui me donne des fonds, c'est moi la formation, c'est la nomination après les imams dans telle ou telle mosquée, et quel candidat on choisit pour les envoyer en Algérie. Parce que pour la ils disent si on fait des gens nés en France, républicains, laïcs, et qu'on envoie en Algérie, même si après, oui, ils ont un discours, on sait que s'ils sont solides au départ, ils reviendront aussi quand même républicains. Mais si on voit des gars qu'on avait choisi, algériens, qui en effet ont ce discours un peu optimisé, c'est un problème. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est moins, on veut moins de sous de l'Algérie, parce que l'Algérie, souvent, les paye, ils veulent garder les sous. C'est moins, on veut contrôler, soit en France, et que ça, pour l'instant, on a pas les moyens de faire une université islamique en France, voilà. Mais ils disent c'est vraiment la nomination. Si on a le pouvoir de nomination et que nous, on choisit les gens qu'on envoie en Algérie, déjà, ça ira mieux. Ce qu'on en pensait en termes de lutte contre le terrorisme et de financement. Moi, je suis absolument hostile à l'idée d'envoyer des gens formés à l'étranger. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, ou que ce soit en Arabie, je pense qu'il faut absolument créer une école normale, comme il y a eu l'école du rabbinat, ou comme il y a le séminaire, etc. Moi, je pense que les autorités religieuses en France doivent être formées en France. Un point, c'est tout. On a cette spécificité de la laïcité, qui est bon. On a un corpus de lois. Bon, je pense au négationnisme, je pense à la reconnaissance du génocide arménien, je pense à ces sujets qui sont des sujets frappants, enfin des sujets sur lesquels on a forcément une opposition. Je vous ai dit, à l'école, il reste un juif à Alger. Un. Je suis allée dans l'école, j'y suis allée avec la mission que j'ai présidée, enfin, que j'ai rapportée. On y est allé. Je veux dire, on était affolés. Plus personne parlait français d'abord en Algérie, c'est fini. Bon. Quant au Maroc, les objectifs
de la formation au Maroc, c'est pour irradier sur l'Afrique du Nord. C'est pour le Polisario, c'est pour l'Afrique subsaharienne, c'est pour l'Afrique de l'Ouest, etc. Il y a une diplomatie de l'islam marocain. Je veux dire, c'est pas non plus comme ça. Donc, si vous voulez, moi, je suis hostile, absolument hostile, à l'idée d'aller former des imams ou des cadres de l'islam de France à l'étranger. Hostile, hostile. Bon, c'est mon avis. Bon. Je ne comprends pas comment le Conseil français du culte musulman, ou ce qu'il est devenu, n'a pas encore réussi à organiser une formation en France. Alors il y en a une à la mosquée de Paris, il y avait quelqu'un de très très bien, avec le professeur Sadiki, qui était un type très bien, quelqu'un qui voulait... Moi, ma conception républicaine, respectueuse de la loi de 1905, profondément laïque, je ne comprends pas comment on accepte encore ça. Je comprends. Alors, le président a dit, oh, ça va aller en comment ça s'appelle ça? Voilà, si vous voulez. C'est pas le mot que je cherchais, mais ça va. Ça va aller on en aura de moins en moins au fur et à mesure, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui se fait. Et que ça, c'est quand même un problème. Je veux dire, c'est quand même un problème que des imams turcs qui sont en France soient incapables de prononcer le mot de génocide arménien. C'est quand même un sujet. Ils sont en France. Comment voulez-vous qu'à Lyon ou à Marseille, ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, je suis très prudente là-dessus. Je suis même très inquiète. Je maintiens que c'est contraire à tous les principes républicains et je ne comprends pas comment on ne prend pas... Alors, Bernard Cazeneuve avait commencé à prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes. Il avait organisé plusieurs sessions au ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a aussi de l'islam à Mayotte, parce qu'il y a des gens qui sont en France et qui viennent d'Afrique subsaharienne, etc. Il y a un islam quand même mosaïque en France. Et donc il faut respecter chaque type de l'islam. On est absolument d'accord avec ça. Il y a très très peu de chiites. Mais maintenant, avec les migrants, il y a quand même pas mal de Pakistanais ou d'Iraniens. Ceux-là, en général, ils sont sortis des mollahs. C'est pas pour venir pratiquer ici. En règle générale, à mon avis, c'est pas ceux-là qu'il faut regarder. Mais quand même, il y a très peu de chiites. Mais tout le reste, que ce soit des sunnites, des malakites et toute la déclinaison, je ne comprends pas comment une société comme la société française n'a pas encore réussi à régler ce problème de formation. Parce qu'encore une fois, les pierres, madame, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on met dans le cerveau. Et moi, je suis beaucoup plus inquiète de ça. Moi, j'ai pas de problème avec une école comme Averroès à Lille. Il y a des lycées juifs, il y a des écoles catholiques. J'ai pas un problème théorique avec des écoles musulmanes. Mon problème, c'est comment ça se passe dedans. C'est ça, ça dépend de ce qu'on forme, justement. C'est toute la question. Et cette formation-là, elle doit être franco-française, un point, un trait. Et je vois pas comment ça peut être autrement. Vous avez d'autres questions? Je vous parle du tourisme. Du tourisme halal. C'est sympa, le tourisme halal. Je vous laisse, allez-y. Moi, c'était plus une question pour revenir sur les États étrangers, Ouais. parce que c'est assez vaste. Justement, quels sont les impacts justement directs des États étrangers sur le terrorisme? Est-ce que vraiment le Qatar finance directement le terrorisme dans son État? Est-ce que c'est plus le fait d'un individu, par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, les Émirats Arabes Unis, juste les États ferment les yeux, ou en tout cas n'ont pas les moyens d'agir? Enfin, quels sont le rôle des États, de certains États, justement directement dans le terrorisme? Parce que il y a c'est une très bonne question. Les choses ont changé en 10 ans. Il y a 20 ans, l'Arabie Saoudite finissait... D'abord, l'Arabie Saoudite a financé le 11 septembre. Enfin, c'est clair, net et sans bavure. Ben Laden a financé tout ça. Il se trouve que le name and shame, c'est un truc qui a fonctionné. Vous avez un certain nombre d'États, dont l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui veulent rentrer dans la communauté des nations, veulent plus être qualifiés d'États terroristes, etc. Mon analyse, moi qui suis là, donc... Voilà. Mon analyse, c'est que le terrorisme d'État, à part l'Iran et le Qatar, a cessé. Au profit, précisément, d'un financement éclaté, avec tous les moyens de blanchiment dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je peux vous reparler encore. Je pense que l'influence, elle est sur les formations. Elle est aussi
sur l'anesthésie qui peut arriver. Prenons le Qatar. Comme ils ont piraté mes boîtes mail et qu'ils m'ont menacé, je peux vous dire en toute franchise, parce qu'on est entre nous, que nous ne sommes pas amis. Enfin, c'est pas moi qui ai commencé. Donc, on a une convention fiscale avec le Qatar qui fait de la France un paradis fiscal pour le Qatar. Bien. Ça achète à tire-larigot, ça achète des avions, ça achète des armes, etc. Et donc, le Qatar, c'est typiquement le pompier pyromane. De la main droite, il finance le Hamas, et de la main gauche, il libère 2 otages. C'est des gens formidables. Des gens formidables. Est-ce qu'on va rompre nos relations diplomatiques avec le Qatar? Non. C'est plus facile de rompre des relations diplomatiques avec un petit État, genre Azerbaïdjan, etc., dont tout le monde se fout, parce que tout le monde aime les Arméniens, et que personne n'a compris ce qui se passait là-bas. C'est un autre débat, on pourra faire une autre soirée sur le sujet. Mais grosso modo, personne ne va s'attaquer au Qatar. Pareil. Le Qatar qui finance le Hamas avec l'accord des Israéliens quand même. Il faut le savoir. Donc si vous voulez, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples en me disant qu'il s'y passait des choses essentielles et qu'il fallait en être. Moi, je veux bien qu'on aille voler vers le Moyen-Orient avec des idées simples. Mais elles sont quand même de moins en moins simples. Voilà. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, moi, je pense que quand le Qatar aura éjecté, comme l'a fait la Turquie, les frères musulmans, le Hezbollah, le Hamas et tous ces salopards, on pourra peut-être commencer à discuter avec eux. D'ici là, moi, je les considère comme un État finançant le terrorisme. Ouais. Il me semble quand même que Sarkozy avait fait rentrer le Qatar dans les banlieues qui s'en félicitait pour pouvoir réguler la délinquance, notamment, si je me souviens bien de ça. Avec des gros financements. Ouais. Alors, c'est une... On l'a fait rentrer, le Qatar. Quand même. Alors, non, mais d'abord, c'est Sarkozy qui a fait signer la convention fiscale avec le Qatar en 2008. Oui. Ah si, bah, ça commence comme ça. Parce que quand vous investissez des... Pardon? Le centre n'était pas très loin de ça. Un peu d'accord avec ça, si je me souviens bien à l'époque. J'en sais rien, mais peu Peu importe. importe. On l'a fait au niveau français. Non, mais on l'a fait au niveau... La France l'a fait. Oui, non, mais vous avez... C'est pas vieux, hein, ça date de quoi? 2008. 2010 Ouais. 2008. Voilà, donc, Non, mais vous avez... Non. Plus 15, c'est quand même pas beaucoup, et on savait déjà tout ça. Mais je pense que votre observation est parfaitement fondée. Je pense aussi que le fait que l'État se soit défaussé sur un État étranger qui pensait pouvoir financer un certain nombre d'activités, etc., c'est pas, sur la théorie, une mauvaise idée. Il se trouve qu'en pratique, ça a été une catastrophe. Bon voilà, mais si vous voulez, en théorie, vous avez un... C'est une naïveté noire, quand même. Absolument. Coupable. Absolument. Enfin, je veux dire, répréhensible. Je veux dire, je ne sais pas comment on peut dire les choses. Ne pas savoir que le Qatar allait financer des mosquées et financer des imams, ça me paraît, avec l'idéologie des frères musulmans. Tout ça parce qu'ils avaient fait un stade de foot à côté de l'école, elle-même coranique, je ne comprends pas, moi. Oui, mais c'est aussi parce que pendant ce temps-là, l'État s'est défaussé sur les banlieues, donc il ne voulait plus financer. Ben, il serait bien... Ouais, c'est un système de vase communicant. Mais si vous voulez... Pourquoi on n'interdit pas les frères musulmans? Alors plein de pays l'ont déjà fait. Mais bien sûr. Mais vous avez qu'à regarder les 14 questions d'actualité que j'ai posées régulièrement au Sénat et pour lesquelles j'ai pas... Ah non, mais alors là, mais alors là, je suis absolument tranquille. Il y a des sujets sur lesquels je peux être peut-être mise en défaut, mais je peux avoir raison contre tous. C'est aussi une possibilité. Je peux vous donner d'exemples tout de suite, parce que ça va nous gâcher la soirée, mais j'ai quand même raison. Mais ceci étant, sur ce sujet-là en particulier, c'est une évidence. Mais si vous voulez, cette naïveté-là vient aussi du fait que les gens sont asphyxiés par les moyens financiers qui peuvent être mis à disposition. Il faut aussi comprendre que c'est un côté un peu anesthésique d'avoir autant d'argent. Parce que si vous n'avez pas été une fois aux Émirats, une fois au Qatar, une fois en Arabe... Je comprends tout ça. Borloo avait proposé quelque chose d'assez sensé, quand même, il s'est fait jeter. Hein. Bien sûr. C'est dommage. Mettre le Qatar à la place. Bien sûr.
Bien sûr, mais ça c'était aussi une politique de Nicolas Sarkozy sur laquelle les uns et les autres ont peut-être donné leur accord. Moi je débarquais à l'époque puisque je suis sénateur que depuis 2007. Non, mais je me sens pas. Non, mais alors je me sens absolument pas concerné par le sujet. Mais si vous voulez, au départ, compte tenu du marasme dans les banlieues, le fait de pouvoir éduquer ou occuper ou former des gens avec de l'argent du Qatar, c'était pas complètement absurde sur le papier. Le résultat est... Parce que, si vous voulez, ce qui s'est aussi passé dans les années 2010, 2012, 2014, c'est aussi que tous les pays du Golfe se sont fâchés avec le Qatar compte tenu de ses liens avec les frères musulmans. Parce que le problème, c'est ça, aujourd'hui. C'est que ce soit par les associations ou autre chose, on finance des gens qui travaillent contre la République. Notre sujet, il n'est pas que les uns pensent ceci ou pensent cela. Je veux dire, les gens ont le droit de penser absolument ce qu'ils veulent, à condition de respecter les lois de la République. Et la seule chose qui peut nous sauver de tout ça, c'est la République. Et c'est pour ça que dans le rapport que j'ai fait de l'islam en France à l'islam de France, on a respecté à la virgule les lois de 1905. On n'a pas fait une seule proposition qui pouvait contredire à un moment ou à un autre la loi de 1905 sur la laïcité. On n'interfère pas. On n'interfère pas sur les religions. C'est pour ça qu'on ne peut pas intervenir sur la formation des imams, parce que c'est un sujet c'est un sujet typiquement religieux. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut peut-être essayer de... Parce qu'on a le même problème, les amis, avec la filière. Il est parti, monsieur Gnassia. Dommage. Alors, il a un dîner. Tu conclus sur le tourisme? Le tourisme ou le halal, ou les deux. Allez, il faut que je conclue. De toute façon, à 9h30, je suis en séance. Mais je vous raconte quand même le tourisme halal. Le tourisme halal, c'est une histoire extraordinaire. Des gens en Malaisie ont monté une carte du monde d'endroits où les musulmans pourraient aller en vacances avec des piscines séparées, des coiffeurs séparés, une nourriture halal, des femmes voilées, la belle vie. Et ils ont imaginé une carte. Et ils ont monté un circuit de tourisme halal. Avec... attendez, j'ai vérifié parce que le chiffre est tellement astronomique que je ne voudrais pas, à ce moment précis, vous raconter de bêtises. Mais je vais vous raconter quand même. Et alors, ils ont monté une carte du monde. Alors, ça passe par Marbella, par exemple. Alors, attendez, ça marche avec Mastercard. Si vous avez Mastercard, il faut savoir que ça finance le tourisme halal. Non, je vous le dis comme ça au passage. Mastercard. Alors, voilà. Alors, ça s'appelle Crescent Rating. Il y a donc 230 millions de touristes musulmans qui injectent dans l'économie, je vous parle des chiffres de 2018, vous êtes bien assis, vous avez passé une bonne soirée, 300 milliards de dollars. Et donc, les camarades ont monté une carte du monde où vous pouvez avoir des vacances halal parfaites. Tout le monde séparé, tout le monde bâché, les hommes à la piscine, les femmes bâchées, la nourriture halal, les mosquées, les coiffeurs séparés, tout magnifique, formidable, bien. Et alors, ils sont en train de faire cette carte du monde, donc il y a des points comme ça, et moi je vais vous donner l'exemple que je connais très bien, qui est l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, qui est un islam un peu turc, complètement tranquille, où les gens buvaient de la vodka, etc., parce que c'est l'Asie centrale, pays magnifique, extraordinaire, Samarcande, Bukhara, la route de la soie, enfin un truc génialissime. J'y vais depuis plus de 15 ans. Il y a 5-6 ans, j'y vais, et je bois de la vodka, ce qui me semble assez normal, et on me le sert dans une théière. Je me dis, tiens, c'est quand même un peu bizarre, c'est pas la bouteille adéquate. Oui, mais ça choque des gens si on boit de la vodka, tout ça. Bon, je bois la vodka dans une théière, ça ne me dérange pas, elle était froide, hein, je vous rassure. Voilà. Et puis l'année dernière, je suis allée à Samarcande comme d'habitude, et là, devant un restaurant que je connais très bien, il y avait un grand panneau halal. Il n'y a pas de viande halal en Ouzbékistan, parce que tout est halal par définition, puisqu'il n'y a pas autre chose. Bon. Et il y a des danseuses
Marco Polo, enfin un peu voilée, un peu, enfin des danseuses un peu orientales, mais orientales, Asie centrale, enfin l'Ouzbékistan. Je mets ma main au feu que si j'y retourne dans 2 ans, il n'y aura plus de danseuses. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion de l'impact de ce tourisme halal sur des lieux qui finalement vont adhérer à des pratiques pour lesquelles ils continuent à boire de la vodka chez eux, etc. Ça ne les dérange pas du tout. Mais le comportement change en fonction aussi d'un système économique, parce que autour de tout ça, comme autour du kasher d'ailleurs, exactement de la même façon, il y a une économie, il y a des très gros moyens, il y a des budgets, et que finalement, l'argent gouverne un peu le monde. Voilà. Et pardon ? Ça change pas. Non, ça change pas. Ça change pas, mais quand on finance les salopards, ça finit par nous changer. Et là, vous dites que ça vient de la Malaisie, en fait. Ça a commencé en Malaisie. Ouais. Mais c'est un business. C'est l'extension de l'influence des frères musulmans. Ce que Oui, bien sûr. Mais c'est juste un business. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la conviction profonde des gens de Tashkent, de Samarcande ou de Bukhara. Ça a à voir avec le business, de mon point de vue. Ça a à voir avec la religion et le rigorisme de la religion, quand même. Non, ça a à voir avec le business qui est induit par une pratique ou une apparence de pratique, etc. Ils ne sont pas plus religieux qu'ils ne l'étaient. Ils ont une apparence de plus religieux. Et en tous les cas, ils induisent. Moi, j'étais affolée. Quand j'ai vu le panneau halal à Samarcande, parce que j'y vais régulièrement. C'est l'Asie centrale, c'est la route de la soie, c'est tout l'imaginaire de Marco Polo. C'est pas du tout ça. Voilà. Et donc, il y a un chapitre sur le tourisme halal dans le bouquin, en expliquant que ça ne finance pas le terrorisme, mais il y a aussi une partie, et je terminerai par ça, sauf si vous avez d'autres questions, qui est le séparatisme. Vous avez un tas de choses, notamment par exemple ce tourisme halal. Là, le kasher, enfin peu importe. Enfin, le kasher, c'est pas tout à fait pareil. Mais en réalité, vous avez un certain nombre de choses qui induisent du séparatisme. Et le séparatisme, c'est terriblement inflammable. C'est pas du terrorisme. Le tourisme halal, c'est pas du terrorisme. Mais c'est du séparatisme. Et le séparatisme, c'est inflammable. Et pour nous, dans la France de la République, de la laïcité, etc., pour nous, ça doit être un signal et ça doit être une ligne rouge qu'on peut pas franchir. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus, parce que, à mon sens, même si c'est très mal compris à l'étranger, même si c'est vraiment une spécificité française, cette laïcité est pour nous la sauvegarde des principes républicains auxquels nous sommes évidemment les uns et les autres extrêmement attachés. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. On peut t'applaudir.